Allez, le grand débrief jusqu'à 10h avant de retrouver Valérie Expert et Gilles Gansman en fait tout à l'heure. Et donc Gilles Gansman qui me transmet en fait les chiffres qu'il pourra commenter en fait tout à l'heure. Il y a eu 14 millions de téléspectateurs sur TF1 et France 2 donc pour ce débat sur ces deux chaînes. Donc c'est un peu moins que il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y avait 16 millions et demi de personnes qui avaient regardé. Alors dans le détail, c'est TF1 7 millions et demi, 7 millions 4 précisément, et France 2 6 millions 6. Voilà. Après dans le détail, les gens ont ventilé effectivement leur écoute sur les deux chaînes, plus les radios qui retransmettaient, plus des chaînes en fait d'information continue. Donc ce qui sera intéressant aussi de voir tout à l'heure, c'est évidemment aussi de voir comment ça a évolué tout au long de la soirée, parce que certains, comme nous le disait Elisabeth Lévy ce matin, au bout de quelques minutes, elle a failli couper parce que ça lui semblait en fait ennuyeux. Allez, avant d'en débattre en fait avec vous tous, et puis surtout vous au 0826 300 300, voyons avec Éric Revel. Bonjour Éric, vous êtes aussi avec nous. Bonjour, quand même deux, trois questions en fait techniques avant de prendre peut-être un petit peu de hauteur. Sur le premier thème abordé. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Prendre la hauteur, Patrick. Sinon, oui. Non mais sur le pouvoir d'achat, prime pour Macron, hausse des salaires de 10% pour Marine Le Pen. Deux approches différentes. Et puis la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est jouable ou pas d'ailleurs? Ouais, alors d'abord, ce débat a commencé par le thème du pouvoir d'achat. Je pensais que Marine Le Pen était beaucoup plus préparée que ça à répondre à des questions de pouvoir d'achat, et on a vu que ça flottait un peu au début. Alors oui, il y a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, vous avez la prime Macron qui d'ailleurs serait rehaussée. Alors inconvénient de cette prime, je vais commencer par l'avantage. L'avantage, c'est que cette prime n'est pas pérenne. Alors ça, c'est quand même une bonne chose qu'elle ne soit pas pérenne, la prime. Pourquoi? Parce que la prime ne rentre pas dans le calcul de l'inflation. Or, en ce moment, évidemment, il y a beaucoup de problèmes d'inflation. Maintenant, l'inconvénient de cette prime, ça a été dit, mais ça c'est vrai, ça c'est très juste, c'est que la prime, comme elle ne rentre pas dans le calcul du salaire, quand vous allez vouloir prendre un crédit ou vouloir aller voir un propriétaire pour louer un appartement, par définition, le propriétaire, il regarde pas le montant de la prime, il regarde la dernière ligne de votre feuille de salaire. Donc la prime, c'est un plus de pouvoir d'achat, mais évidemment, et puis ça ne rentre pas dans le calcul de la retraite non plus, la prime. Alors maintenant, sur la hausse des salaires... Et puis, attendez, en plus de ça, c'est si les entreprises le peuvent ou pas, quoi. Autant on peut leur rendre un petit peu plus obligatoire ou incitatif, en fait, pour les grandes entreprises. Pour les plus petites, c'est plus compliqué. Voilà. Alors, même question pour la hausse des salaires, vous en avez parlé tout à l'heure, d'augmentation de 10%. Le problème principal, il y a deux problèmes principaux. Le premier, c'est que par définition, quand vous augmentez les salaires de 10%, même graduellement sur un quinquennat, vous augmentez les coûts de production, donc vous augmentez mécaniquement la hausse des prix, donc l'inflation. Donc là, en ce moment, c'est un véritable inconvénient, évidemment. Et puis la deuxième chose qui est encore plus incontournable, me semble-t-il, oui, c'est que c'est pas l'État qui décide d'une augmentation des salaires dans les entreprises, c'est bien les chefs d'entreprise. Alors il y a ceux qui pourront le faire et ceux qui ne pourront pas le faire. Mais j'ajoute qu'il y a une piste intéressante qui a été évoquée par Emmanuel Macron et qui est soutenue par Thibault Langsade, l'ancien vice-président du MEDEF. Et ça, c'est une piste intéressante parce que qui peut réconcilier les Français, c'est ce qu'on appelle le dividende social. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que aucune entreprise ne pourrait verser des dividendes à ses actionnaires si cette entreprise ne verse pas de la participation ou de l'intéressement à ses salariés. Et ça pourrait réconcilier à la fois, ça pourrait être un plus en termes de pouvoir d'achat, et ça pourrait être le début d'une piste pour réconcilier les Français avec l'entreprise. Oui, tout ça, Eric, on voit bien que ce sont le début de piste et que, en fait, c'est pas si solide que ça. Donc ça, c'est la première chose. La bataille sur les chiffres du chômage, c'est un grand classique. Qu'est-ce qu'il faut en penser? En clair, je résume, 5,5 millions auparavant avec les catégories A, B et C, 5,4 millions en fait aujourd'hui, mais ce qu'on prend en compte, c'est avant tout la catégorie A, et là, le chômage a baissé.
Qu'est-ce qu'il faut en penser? Oui, alors ça c'est un vieux classique. Alors le classique, il est à la fois sur, on renvoie le président sortant à son bilan sur le chômage, et ensuite on s'affronte sur les catégories. En fait, depuis 2008, il y a 5 catégories de chômeurs: la A, la B, la C, la D et la E. Bon, je vous passe sur les dernières. La A, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui a travaillé 0 heure, qui est inscrit au Pôle emploi et qui recherche un CDI ou un CDD. La B, c'est quelqu'un qui est inscrit évidemment à Pôle emploi et qui a travaillé jusqu'à 78 heures par mois. Et la C, c'est 78 heures et plus de travail par mois. Donc en réalité, suivant que vous incorporez la catégorie A, B et C, vous n'avez pas les mêmes chiffres du chômage. Donc les deux avaient raison. Ce qui est vrai, c'est que historiquement et traditionnellement, on communique et on travaille sur la catégorie A. Donc si vous prenez ce chiffre au sens du BIT, ça a été cité par le président de la République hier, le Bureau international du travail, bah oui, c'est vrai, le chômage est passé de 9,6 à 7,4 entre 2017 et 2022. Le problème, c'est que la définition retenue par le BIT, vous voyez, c'est que les personnes en formation, et on en met beaucoup en formation au moment de l'élection présidentielle pour les sortir du chiffre du chômage, ou les personnes n'ayant travaillé ne serait-ce qu'une seule heure, ne sont pas compter dans le calcul du chômage. Donc oui, bien sûr qu'il y a une baisse du chômage en France qui est due aussi à la reprise économique après la crise du Covid, mais suivant la définition que vous retenez, A, B, C catégorie, ou la définition du Bureau international du travail, bah vous n'arrivez pas aux mêmes conclusions. C'est pas la même vision du chômage. Oui, bon, voilà. Alors c'était technique et c'était le début. C'est vous justement. qui l'avez voulu. Hein. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut être sérieux 2 secondes, quoi. C'est-à-dire que finalement, vous ne trouvez pas qu'on a déjà été sérieux 3 heures? Non, mais attendez, il faut dire les choses. À un moment donné, on met des chiffres sur la table, y compris dans ce débat. On met tout sur le pouvoir d'achat. On parle en fait du chômage. Et est-ce que c'est ce qu'il fallait aborder? Non mais attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ce qu'il fallait aborder en début de débat, ou est-ce qu'au contraire il ne fallait pas l'aborder et ça a privé les Français finalement un peu d'une passion pour ce débat? Elisabeth Lévy, vous qui n'aimez pas les chiffres. Si vous voulez, que la politique c'est pas ça, c'est pas la gestion. La politique c'est pas simplement une liste de problèmes et de solutions. Mais juste un mot sur le chômage qui est intéressant au-delà des chiffres. On entend tous les jours sur cette antenne des chefs d'entreprise qui sont en train de courir après des salariés. Il est clair que dans la vie, dans la vie des Français, oublions les chiffres, oublions le BIT 3 secondes, dans la vie des Français, le chômage qui était une espèce d'angoisse de tout le monde pour ses enfants, pour il y a 10 ans, il y a 5 ans, n'occupe plus la même place. C'est tout, ça paraît évident. Ce que dit Elisabeth Lévy est complètement corroboré par notre sondage jour du vote sur les déterminants du vote. La place de la lutte contre le chômage dans les déterminants a reculé de 20 points par rapport à 2017. On l'a vu dans beaucoup d'enquêtes, quand on a vu le pouvoir d'achat tout écrasé, tout structuré. L'injustice maintenant suprême pour les Français, ce n'est plus ne pas avoir un travail. Il y a la petite musique des emplois non pourvus, il y a la petite musique de l'assistanat, la question qu'on pose Patrick ensemble depuis de nombreuses années. Les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. L'injustice suprême, c'est avoir un travail qui paye mal. C'est ça qui a mis des gilets jaunes sur les ronds-points. Un travail qui ne permet pas de vivre. Exactement, c'est un travail qui paye mal. Et c'est pour ça que les deux candidats se sont mis d'accord sur ce premier sujet, sur le pouvoir d'achat. Ça peut se comprendre également compte tenu de l'intense préoccupation des Français. Et je crois, comme Elisabeth Lévy, qu'à cet égard, Marine Le Pen s'est trompée. Car en réalité, elle est entrée d'emblée dans un débat hyper technique, alors qu'elle aurait dû, sans doute, de son point de vue, se positionner avec sa vision de la société, qui est différente de celle d'Emmanuel Macron. Au fil des 2h30, ça s'est devenu assez caractéristique. Mais au fond, elle a été d'emblée enfermée dans du technique, ce qu'elle ne maîtrise pas. Il y a une jolie formule chez Éric Revel, quand même, c'est « ça flottait ». Oui, enfin, ça a flotté tout le temps. Elle est imprécise, elle est nébuleuse, elle est brumeuse, dès qu'il s'agit de technique. Bon, et même sur des sujets très importants comme pour elle, comme la question de la laïcité et du voile par exemple. Non, il fallait d'emblée entrer dans une vision de la société, voire même sur une posture du président qui, à certains égards, s'est montrée assez hautain. Françoise de Gois. Allez, rapidement, ne soyez pas très long dans vos réponses à chaque fois, parce que vous êtes nombreux et il y a beaucoup d'auditeurs au 0826 300. Ils ont eu 300. raison de commencer avec le pouvoir d'achat. Moi je dis, ça dit quelque chose. Vous avez Emmanuel Macron qui gagne ce débat par technicité
technicité. Et pour lui, les chômeurs sont des chiffres. C'est ça que les gens rencontrent, des catégories. Les emplois sont des chiffres aussi. Les emplois sont des chiffres. Et Marine Le Pen qui a essayé de se positionner sur derrière les catégories A, B, C, il y a des êtres humains. Ceci dit, et à part être Éric Revel et avoir fait des études d'économie à Nanterre, moi, au bout de 3 minutes, ils m'ont perdu tous les deux. Non, mais il n'y a pas que Marine Le Pen qui m'a perdu. Emmanuel Macron m'a perdu aussi. Et il m'a perdu. Et probablement qu'on verra les courbes. Je pense que le désintérêt de ce débat est évident. 14 millions, on est très largement en dessous de 2017 parce qu'on connaît les acteurs, ils ont vieilli, mais en réalité, ils ont montré, de mon point de vue, leurs pires défauts. L'imprécision pour Le Pen, Marine Le Pen, l'arrogance pour Emmanuel Macron. Je pense que la première heure, elle est détestable pour la politique française. On est noyé dans des chiffres et on est noyé dans l'imprécision de quelqu'un, d'une candidate, qui en plus de ça grille des cartouches. Elle aurait très bien pu, c'était son sujet, et l'arrogance d'un homme qu'on connaît et qui arrive pas sur rien. C'est une arrogance qui s'ajoute à l'arrogance depuis 5 ans. Moi, je crois que c'est plus grave que ça et que ça va au-delà en réalité des deux personnages qu'on avait. Ça va dans la dépolitisation de la politique, si vous voulez. C'est-à-dire, la politique, c'est pas simplement de la gestion. C'est pas comme le dit l'écrivain Nicolas Mathieu, l'auteur de Leurs enfants après eux. Il dit, c'est le règne universel du tableau Excel. Et moi, je suis frappé par ça, si vous voulez. On n'a plus de roman national, on a quand même une société aujourd'hui. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui fait de nous un peuple. On n'est pas simplement des individus qui se nourrissent de pain, de pouvoir d'achat. C'est très important. Mais les gens ne veulent pas que ça. J'entends très bien ce qui vient d'être dit. Je pense que Marine Le Pen avait un but caché, entre guillemets, Emmanuel Macron aussi. Marine Le Pen ne raisonnait que par rapport au spectre de 2017. D'où l'idée de paraître calme, voire trop calme. Elle a fait des grands progrès sur la forme. Elle a été plus fragile sur les dossiers. Elle a été à l'aise sur les constats. Rappelons-nous, Patrick, notre enquête sur les traits d'image comparée là où elle écrase Emmanuel Macron, c'est la proximité aux préoccupations des Français. Mais elle est fragile sur les solutions. Là où vraiment, je trouve qu'elle a peut-être fait une erreur. Moi, je m'attendais à un débat Giscard Mitterrand 81. Vous êtes l'homme du passif. Vous avez échoué partout. Elle a eu du mal à attaquer le bilan d'Emmanuel Macron qui a été très offensif et je trouve qu'il y a une sorte d'asymétrie puisqu'elle a été plus attaquée sur son projet qu'elle n'a pas mis en place puisqu'elle n'est pas au pouvoir que sur le bilan d'Emmanuel Macron. C'est ça qui a manqué en termes de percussion pour gérer. Allez, on poursuit dans un instant 0826 300 300 avec vos appels et l'ensemble en fait de nos débatteurs pour revenir un peu sur ce débat. On va réécouter aussi des petits extraits, bien sûr, parce qu'il y a eu quand même quelques petites phrases. Gérard Majax, tiens, il sera avec nous d'ailleurs, parce que vous avez vu, il est revenu à la mode, Gérard Majax. Je suis sûr que les plus jeunes l'avaient complètement oublié. S'il vous plaît. Allez, dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h21, merci d'être avec nous, 0826 300 300, vous voulez participer au débat ce matin. Elisabeth Lévy, Françoise de Gois, Thierry Guerrier, Éric Revel et Frédéric Dabi. Et vos appels. Les auditeurs et vos appels, et je crois que c'est qui est en ligne, c'est Nathalie qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour à tous. Merci de prendre mon appel. Oui, alors Nathalie, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce débat ? Alors écoutez, j'ai trouvé, déjà je me suis donné la peine, entre guillemets, de le suivre jusqu'au bout. Ah, bravo. Vous allez avoir une prime Macron. Oui. Donc j'ai trouvé plutôt intéressant. J'ai trouvé dès le départ Madame Le Pen stressée, quoi qu'elle en dise. Monsieur Macron a gagné des points, je pense, dans le début du débat. Par la suite, Madame Le Pen s'est quand même pas mal récupérée. Cependant, j'ai trouvé quand même la position de Monsieur Macron très un peu méprisante. Vous voyez, dans l'attaque permanente, la moquerie, c'est sa posture aussi, sa posture désinvolte comme ça. J'ai trouvé que ça faisait pas, c'était pas digne d'un président. Par contre, pour le fond, pour le contenu du débat en lui-même, mon appel c'était plutôt pour vous dire que moi je regrette quand même beaucoup que les gens, quel que soit leur niveau social, ne se rendent pas compte de la situation du pauvre. Moi je fais partie de ce qu'on appelle des pauvres. J'ai un tout petit salaire, à peine le SMIC. Je vis avec mon enfant toute seule et c'est très difficile. Ce matin encore, elle est venue me voir, maman j'ai besoin d'1 euro pour le bus. On a fouillé dans tous les coins pour avoir. Elle avait 5 euros que je lui laisse toujours sur elle en cas d'urgence. Elle dit je veux pas casser mon billet. Vous voyez, c'est ce qui m'a fait
réagir et vous appeler. C'est quand même catastrophique. Je ne comprends pas que les gens ne voient pas ce qui se passe. La réduction du chômage, il y a des chiffres. Bon, moi, je peux pas les contester. Je n'ai pas les compétences et puis je m'intéresse pas à ce point-là, si vous voulez. Mais les petits salaires, bien sûr, il y a des gens qui travaillent, mais pour combien ? Et ça, c'est pas possible, on ne vit pas. Moi, je disais à la personne qui m'a appelé, c'est pas la fin du mois. C'est pas la fin du mois qui est difficile, c'est le début du mois déjà. Vous voyez. Donc, parce que vous faites quelle profession, quel métier, Nathalie? Alors moi, je suis fonctionnaire, monsieur. Je suis fonctionnaire catégorie C, voilà, comme ça c'est clair. Donc, j'aime beaucoup mon travail. Ça n'a rien à voir. C'est très difficile. C'est fort votre témoignage. Françoise de Gois, oui. C'est fort votre témoignage et mon sentiment. Bonjour madame. Bonjour. Mon sentiment quand même, et c'est une question que je vous pose, qui est la personne qui vous a du coup le plus touché dans ce débat? Est-ce que c'est la technicité virevoltante d'Emmanuel Macron ou bien est-ce que c'est, comment dirais-je, ce sentiment de compréhension d'une situation comme la vôtre de Marine Le Pen? Ça m'intéresse vraiment de savoir comment vous sortez du débat. Merci madame de me poser cette question, j'aurais pas eu l'idée de vous en parler, mais c'est vrai que moi honnêtement, monsieur Macron, je vais être honnête, j'ai pas seul plaisir à l'écouter et à le regarder, c'est pour son physique. C'est dommage, mais c'est tout ce qui... Voilà. Donc, en dehors de ça, malheureusement, je trouve qu'il a dit à un monsieur qui l'a interpellé, il n'est pas dans la réalité. Encore une fois, je pense qu'il essaye, il est de bonne foi, il fait au mieux. Je critique pas les individus en eux-mêmes, mais il est en dehors de la réalité. Qui peut croire aujourd'hui, même des gens aisés? Moi, j'ai des relations avec des amis qui sont très aisés, vraiment qui ont des gros moyens. On n'est pas sur la même, on n'a pas la même vie et on s'entend bien. Donc c'est plutôt Marine Le Pen qui vous a touché ou pas? Carrément. Et pourtant, Vous n'allez pas voter Marine Le Pen, vous êtes hésitante, quoi. Non, je ne vais pas voter M. Macron, ça je regrette. Je ne vais pas voter M. Macron. Est-ce que je vais me décider pour Mme Le Pen ou voter blanc? Je ne sais pas, honnêtement. Par contre, mon enfant, qui vient juste d'avoir 18 ans, je peux vous garantir, j'ai essayé de discuter avec elle, mais elle ne discute pas, elle va voter Mme Le Pen, quoi qu'il arrive. Donc vous voyez, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas discuter. Non mais je pense que tout est résumé dans ce que vous avez dit, parce que évidemment, c'est pour ça que, évidemment, sur un plan économie, il y avait énormément, et c'était très attendu, mais ça a été tellement technique qu'on n'arrivait pas à donner en fait une vision, à une projection de la société pour les gens, pour savoir combien ils allaient en fait un peu gagner en fait demain. C'est ce qui les intéresse en fait beaucoup aujourd'hui. C'est pas forcément d'avoir qu'un emploi, ce que vous disiez. Mais je trouve que ce témoignage est très fort parce qu'il résume parfaitement le regard des Français sur Emmanuel Macron. Une sorte de proximité admirative. Il présente bien, il est expert, il est bon. Face à une proximité identificatoire. Marine Le Pen parle de la vraie vie. Et quand ils se sont opposés sur leur principale mesure pouvoir d'achat, les 10% de Marine Le Pen, la prime de 6 000 € d'Emmanuel Macron. Quand Marine Le Pen dit 6 000 €, c'est bien, mais quand vous faites un prêt, les primes, personne ne les regarde. Et ça a dû faire tilt chez des millions de salariés qui connaissent cette chose-là. C'est le salaire qui compte. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que dans notre rolling, elle est quasiment à 50-50. C'est pour ça qu'on le rappelait tout à l'heure avec Éric Revel. En fait, c'est particulièrement quand même important. Thierry Guerrier, en fait, d'un mot. J'ai envie de dire que, au fond, ce témoignage, Nathalie, résume tout le débat de toute la campagne présidentielle, en tout cas des dernières semaines. Est-ce qu'on va réagir en comptable ou est-ce qu'on va réagir en sensible? Je dis pas en cigale, hein, mais en sensible. Si on réagit en comptable, on se dit que le réel de Macron, c'est celui de la gestion et d'une forme d'efficacité. Si on réagit en sensible, ce qu'il n'a pas forcément réussi à faire, c'est de montrer que sa vision du réel était aussi celle de la réalité humaine et sensible. Ce sera toute la difficulté pour lui. Elisabeth Lévy. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est Nathalie. Nathalie. Ce qui me frappe beaucoup chez vous, en même temps, c'est l'absence de colère. Parce qu'on nous parle beaucoup depuis des années, même depuis des mois, des colères françaises. Il y en a une parce qu'elle a appelé au 0826 300 300. Donc c'est qu'elle est en colère. Sinon, elle n'aurait pas. Il y a une volonté de participer au débat, si vous voulez, mais sans insulter qui que ce soit, sans invectiver, de façon respectueuse. Je suis assez impressionnée par ça parce que après tout, quand on vit dans une situation difficile, on peut aussi être très énervé. Donc j'admire votre... C'est toute la difficulté, Éric Revel, d'être capable de répondre à ces préoccupations en fait des Français. Certes, c'est sur de l'emploi, mais c'est pas que de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils veulent travailler en fait différemment, qu'ils veulent gagner aussi un petit peu plus d'argent parce qu'il y a plus de dépenses. Et d'ailleurs, on n'a pas de solution magique pour leur répondre. D'un côté, bouclier, mais le bouclier, à un moment donné, il faut l'enlever. Et puis baisse de la TVA, alors qui est compliqué parce qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, quoi.
Ouais. Alors je vais retirer mon bouclier de technicien quand même pour aller dans le débat. Moi, ce qui me saute aux yeux avec ce témoignage, Patrick, chers amis, c'est que parmi les multiples fractures dont souffre la société française, il y en a une qui est béante, qui est manifeste, qui n'oppose pas le monde moderne ou le monde passé dans cette France, mais qui oppose en réalité ceux qui bénéficient de la mondialisation et de ceux qui en sont victimes. En réalité, c'est ça. Alors, je vais même pousser un peu le bouchon un peu plus loin, c'est que Emmanuel Macron, il apparaît comme une sorte de mécanique intellectuelle implacable, froide et brillante. Ça, c'est quand on se place du côté des élites, des techniciens, de ceux qui bénéficient de la mondialisation, justement, et ceux qui en vivent bien. Et pour d'autres, il apparaît comme arrogant, comme insolent. C'est vrai que son attitude hier, moi j'ai fait un tweet où je comprends pas du tout son attitude, c'est-à-dire qu'il a des regards extrêmement crispés, voire méchants. Il a une gestuelle. On se demande si il en a pas ras-le-bol de ce débat avant même qu'il commence. Et certains l'ont trouvé bien. Donc en fait, il y a cette opposition. C'est vrai. Moi je pense. Bon, il était dans une posture entre la société qui souffre et celle qui ne souffre pas. Il a une posture aussi, et quand le disait Nathalie tout à l'heure, je le trouve beau évidemment. Il y a une posture acteur studio, incontestablement. En fait, à chaque fois lors de ses premières prises de parole et quand il regardait, il était dans ce cas. Je voudrais qu'on entende en fait petit extrait aussi. Il n'y a pas eu de grandes envolées, mais il y a eu quelques petites phrases telles que celle-ci, en fait, autour du climat. Je considère que là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Voilà, bon, alors ça, sur cette petite formule, sur ce point-là, il était très important parce qu'il fallait convaincre quoi? Au-delà des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot, il fallait convaincre la jeunesse qui a voté massivement pour ces questions. Et en réalité, ils se sont annulés tous les deux. Honnêtement, sur le pouvoir d'achat, c'était assez complexe, mais même sur l'écologie, qui est quand même un sujet que je pense pouvoir maîtriser, il y a un moment donné, on part dans une forme de technicité. Personne ne comprend si Marine Le Pen veut accélérer ou pas, le mix énergétique. Là encore, je pense que tous les deux sont passés. Et Marine Le Pen est plus passée à côté parce que, évidemment, la sensibilité écologique de Marine Le Pen, on peut pas, Et globalement, sur l'ensemble du débat, attention à notre regard parisien. Moi, quand j'entends Nathalie, je me demande comment a percolé le débat sur le pari de Marine Le Pen de ne pas s'énerver et de montrer qu'elle est préoccupée par la vie des gens. Je ne sais pas du tout comment il percole dans l'opinion, mais en tout cas, nous, attention à ce regard parisien. Et là, sur l'écologie, je termine avec ce que disait Elisabeth. Elisabeth disait, on n'a pas besoin de comptables. Mitterrand disait, après moi, vous n'aurez que des banquiers et des comptables. Et il disait aussi, on ne gagne pas un débat présidentiel en étant un chien savant. Et je trouve que hier, il y a quand même eu un numéro général de chiens savants, et on s'y trompe pas. Chiffres globaux de l'audience, 16,5 millions sur l'ensemble des chaînes, 15,5 millions, 1,5 million de moins que la semaine dernière. Elisabeth Lévy. Moi, ce qui me frappe, et sur l'écologie et sur l'énergie qui sont liées, c'est qu'on est complètement en dessous des enjeux. C'est-à-dire que la question écologique, il faut quand même se représenter que si on met en œuvre un programme écologique, la planification écologique de façon très dure, on crée une pas une guerre civile, mais enfin, on crée les conditions d'une crise sociale énorme. Écoutez, rappelez-vous les Gilets jaunes, je vous rappelle que dans nos belles campagnes... Oui, mais il faut peut-être regarder les choses en face. Mais attendez, peut-être, mais excusez-moi, moi je crois que c'est quand même assez compliqué de dire aux gens, on va pas passer à la décroissance. Alors soit on passe à la décroissance et c'est pareil. Comment? C'est pas tout à fait ça. Pour l'instant, je ne vois pas de vision. Bon, donc vous n'avez pas vu de vision hier soir. Non, ils nous ont perdu. Thierry Guerrier. Je comprends ce que dit Françoise et elle a raison sur l'annulation entre hypocrite et climato-sceptique. Mais je crois que malgré tout, Marine Le Pen a commis une erreur là. Elle a rendu service à Emmanuel Macron. Parce qu'au fond, c'est quand même un comble. Il a en effet fermé Fessenheim au début. C'était lancé dans le mandat précédent, ok, mais elle l'a finalement presque rendu écolo. C'est-à-dire que sa façon de s'arc-bouter sur son programme anti-éolienne et anti-voltaïque fait que, au fond, il est apparu pour quelqu'un qui, souhaitant un mix où il relance le nucléaire, mais aussi, par exemple, beaucoup de renouvelables, eh bien, il est apparu dans une certaine mesure comme un peu qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300, vous avez la parole dans un instant sur Sud Radio, évidemment, avec l'ensemble de nos débatteurs. Mais j'aimerais bien vous entendre. Nathalie, évidemment, témoignage tout à l'heure qui était très fort. On a tout compris, évidemment. On le sait, le problème il est là aussi, sur ces fins de mois qui ne sont pas des fins de mois, qui sont du début de mois. C'est ce qu'elle disait très justement.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Ah ben si. On m'entend Cécile, oui, on vous entend. On vous entend très bien. C'est la Allô, suite, on nous entend. Gérard Majac s'est passé. Donc, en parlant de Gérard Majac, il sera avec nous à 9h45. Parce qu'on lui posait la question de savoir si cette nouvelle un illusionniste. Ah ben non, bien sûr. J'avais le numéro, donc allez, voilà. 0826 300 300. Et Annie qui nous appelle de Pau. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour à toute votre équipe. Ah non, c'est pas Monsieur Berkov, c'est Patrick Roger. Monsieur Berkov, c'est tout à l'heure. Excusez-moi. J'ai bien écouté Nathalie, je suis parfaitement d'accord avec elle et tout comme elle, je vais rester zen. Ouais. Je ne me mettrai plus jamais en colère. Voilà. Moi, je voudrais que les Français comprennent que Monsieur Macron, il faut aller gratter pour comprendre ça. J'ai 3 choses à vous dire très importantes. Il faut qu'ils aillent gratter les textes et les tableaux. J'ai 64 ans, je suis à la retraite depuis 1 an et demi. Monsieur Macron ne finit jamais ses phrases. Premier point. Quand il dit les appareils auditifs, machin gratuit, c'est faux. Ça n'est vrai qu'à partir de 65 ans. Et dans mon cas, j'ai encore 1 an à attendre. Donc, M. Macron finisse ses phrases, qu'il soit honnête. Le deuxième point, si je ne me trompe pas, si je me trompe, vous me reprenez. Oui, allez-y. J'ai entendu hier soir que le minimum retraite aujourd'hui était à 980 €. Oui, et c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Oui. Il a dit, très bien. Moi, je vais vous dire, j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Oui. Travaillé 42 ans. J'ai accumulé 195 trimestres, dont 3 congés parentaux, j'ai 4 enfants. Ouais. Les congés parentaux donnent des trimestres, mais ne comptent pas pour le calcul de la retraite. Ça, il faut le savoir. Ouais. Moi, je touche 76 € par an pour avoir élevé 4 enfants. C'est une honte. Et ma retraite n'est pas de 980 €. Je touchais jusque fin décembre 924 € et depuis le 1er janvier, je suis assujettie à la CSG et la CRDS et je touche aujourd'hui 884,89 €. Oui, ça c'est vrai. Deuxième point, troisième point, Annie, alors donc oui. Alors le troisième point, excusez-moi, attendez. Oui, le chômage. C'est bien gentil, mais Monsieur Macron, il faudrait qu'il explique. J'ai été à ESH pendant 12 ans pour l'éducation nationale. Oui. Quand une AESH travaille notamment dans le primaire à temps plein, elle ne peut pas travailler plus de 24 heures. Ouais. On est d'accord ? Oui. Bah, donc, ça, c'est très important, c'est très important. Il faut que les Français le sachent. Jusqu'il y a 4 ans, 5 ans, on avait un complément d'ARE qui était versé par l'éducation nationale. Et il a été décidé un beau jour que ce serait Pôle emploi qui prendrait le relais. Elle l'a pris sur la demande du gouvernement. Et on a pu toucher cette ARE, on est passé à l'allocation de solidarité. Alors le foutage de gueule... Est-ce que vous relevez, en fait, Annie, ce sont des incohérences, quoi. Alors, il y en a eu, en fait, un certain nombre. Il y a eu Françoise de quoi. Alors, vous savez, quand même, les journalistes ont vraiment fait leur boulot et Le Monde ne peut pas être soupçonnable, par exemple, d'être pro Marine Le Pen. Et effectivement, il y a plein de choses qui ont été déniées par Emmanuel Macron, mais sur lesquelles Marine Le Pen avait raison. La moitié des importations, par exemple, dans le bilan carbone, c'est vrai. Emmanuel Macron l'a dénié. Sur les 600 milliards d'euros de dette, il n'y en a que 165 milliards imputables au Covid. Emmanuel Macron l'a dénié. 145. 165. Emmanuel Macron l'a dénié avec son numéro de jonglerie assez brillant sur le plan des chiffres. C'est vrai. Donc, la vérification a été faite. Donc, le Touquet, quand Marine Le Pen l'attaque sur vous avez refusé. C'est vrai, le Figaro. Et donc, je dis tout Daniel ça parce Pascal, que. Effectivement, le député là-bas. Ça lui a pas plu, ça. Vous comprenez qu'à un moment donné, bon, après, c'est un débat, donc c'est une stratégie de débat. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui est très bien résumé par notre auditrice. Emmanuel Macron ne finit jamais ses phrases. Et je trouve ça assez malin, la façon dont elle le dit. Frédéric David. Tout à fait. Et par rapport à ce qu'a dit votre auditrice sur la question des retraites, les deux pouvaient apparaître fragiles parce que les Français rejettent massivement, parce qu'on leur demande trop souvent de faire des efforts sur la réforme des retraites, le projet d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen a changé de pied. Il n'y a maintenant plus que Jean-Luc Mélenchon qui propose avec Fabien Roussel la retraite à 60 ans. Mais c'est intéressant de voir, ça résumait parfaitement le débat. Marine Le Pen à l'aise sur les constats, en donnant des exemples concrets sur la pénibilité. Et finalement, Emmanuel Macron qui arrive à prendre le point quand
il montre que le projet de Marine Le Pen n'est pas financé, qu'elle a peut-être des impôts cachés, qu'elle ne prend pas en compte la pénibilité. Et donc, il donne l'exemple d'une personne qui a fait une carrière longue, mais qui a commencé à 24 ans. Donc, c'est vraiment un symbole de la difficulté de Marine Le Pen d'attaquer Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai. On peut écouter d'ailleurs le petit extrait en fait sur les éoliennes, parce que vous l'avez rappelé pour les auditeurs qui l'avaient pas et qui n'ont pas suivi en fait hier soir. Je crois que vous voulez en mettre partout sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet. Parce qu'il faut quand même pas non plus Madame Le Pen pousser, mais je tiens à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que oui, mais c'est la réalité. Je suis désolé de vous le dire. Tous ont été actés, sauf celui en face du Touquet. C'est la vérité. 2017, non, c'est pas possible les éoliennes. C'est pas la vérité. Le Figaro a ressenti son papier hier. Non mais bon, Françoise de Gaulle, Thierry. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui, vous entendez bien, une seule éolienne hydroéolienne, c'est-à-dire en mer, qui est en voie d'être installée, qui n'est même pas encore câblée au réseau. C'est extrêmement compliqué, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il y a des débats et parce qu'il y a des capacités de recours, notamment pour les pêcheurs. Et c'est vrai partout, depuis Dunkerque jusqu'à Biarritz. Et c'est très compliqué. Mais quand même, sur le Touquet, face au Touquet, ça a été annulé. Écoutez, non mais si vous permettez, je finis ma phrase. Le Touquet, ma chère Françoise, est dans la même situation que tous les autres projets de capacité d'éoliennes offshore, c'est-à-dire dans des dossiers extrêmement longs, et il n'y a pas donc de contestation particulière à cet endroit, sauf peut-être qu'il y aura une maison en face. C'est un coup bas. Le Figaro se trompe parfois. C'est un coup bas. Elisabeth Lévy. Merci. C'est pas digne du débat. Pardon. Non mais excusez-moi, moi je voudrais dire qu'il y a un enjeu. Encore une fois, on est un peu en dessous de l'enjeu sur cette affaire d'éoliennes. Pardon. Ces éoliennes, c'est un vrai point de cristallisation, si vous voulez, du conflit ou de la façon dont on se regarde en chien de faïence. La France éduquée, diplômée, bobo, urbaine, tout ce que vous voulez, et la France des villages, la France des clochers qui voient que ces éoliennes sont monstrueuses. Je parle pas des offshore, là, je parle de celles qui sont détruisent les paysages, font du bruit, détruisent les oiseaux. Enfin bon, il y a tout un tas de... Et, si vous voulez, c'est encore un truc, imposé, qu'on achète à l'Allemagne, au demeurant, qui est imposé, si vous voulez, par les élites parisiennes, qui savent tout sur tout. Parce qu'il y a une véritable révolte. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait reconnu lui-même en disant, oui, il faut peut-être aller un peu moins vite parce qu'il n'y a pas consensus. Tu parles qu'il n'y a pas consensus. Il y a une révolte contre ces éoliennes qui, en plus, ne résolvent absolument pas le problème de l'énergie, vu que c'est de l'intermittent et que vous êtes obligé à terme, vous pourrez stocker. En fait, c'est ce que vous disent les spécialistes quand même. 0826 300 300 en ligne avec nous justement sur les éoliennes de Perpignan. Claude de Perpignan qui est avec nous. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Bonjour, c'est gentil de... Voilà. Donc non, sur les éoliennes, moi j'ai été frappé parce que en fait Macron sur ce sujet, il pousse en fait deux solutions, l'éolienne et le photovoltaïque, qui sont des solutions qui sont en fait des pompes à fric et qui ont été dénoncées un peu comme des scandales parce que c'est des trucs qui font... Allez, au début c'était la CSPE sur les factures, maintenant on l'a mis sur les taxes sur les carburants pour pas que ça se voit, mais en fait ces deux solutions-là ne fonctionnent que par des subventions, c'est-à-dire c'est nous qui les payons en fait, ou sous forme d'impôts ou sur nos factures, et en réalité derrière, pendant l'intermittence, elle tire le gaz, c'est-à-dire qu'en fait, vous regarderez d'ailleurs, tous les gaziers sont favorables aux éoliennes, parce qu'ils savent très bien derrière que quand il n'y a pas de vent, c'est eux qui vendront. Alors moi je trouve que, encore une fois si vous voulez, Macron est pour des solutions qui fonctionnent sur des grands circuits de fric internationaux, et ce fric-là finalement, il serait beaucoup plus utile pour isoler les logements, parce qu'il a parlé des deux. Oui, ça c'est vrai, il en a parlé aussi. Il en a parlé en fait aussi de la rénovation énergétique. Bon, cela dit, il faut être très clair aussi. La rénovation énergétique c'est bien, mais c'est pas parce que vous allez effectivement isoler votre logement que vous allez vous passer de chauffage. Vous pourrez simplement vous passer d'un ou deux degrés, mais c'est tout. Pause dans un instant. Décidément, il faut vous calmer. 0826 300 300, c'est bien. C'est moins ennuyeux que le débat d'hier soir. En fait aussi, mais évidemment. Et Gérard Majax aussi. Et Gérard Majax. Avec nous dans quelques instants. Finito. Voilà, tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Allez, on continue, Cécile, avec le débat qui continue aussi pendant la pause. Au 0826 on va remettre ça sur le web, en fait, pour écouter, parce que c'est assez intéressant. Ça fera une autre audience, moi je vous le dis. C'est un bon bordel organisé ce matin. Allez, on continue. Il y a eu, alors on le disait tout à l'heure, il n'y a pas eu de grands échanges avec des envolées en fait lyriques hier soir, mais bon, il y a eu 2-3 petites choses. Il y a eu ça, par exemple, autour de la banque et puis d'un certain magicien. Allez, on écoute, en fait, autour de la banque. Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe proche du pouvoir. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Voilà. Alors, sur cette histoire. Alors, moi, je pense que Marine Le Pen, j'en parlais tout à l'heure avec Cécile de Minibus, on sent qu'elle est brassée par cette histoire. On sent qu'elle est touchée par l'attaque. C'est une attaque très violente. C'est une phrase très courte. C'est un jet de Sarbacane direct. Vous parlez pas. Ce sont les faits qui sont violents. Non, c'est pas la phrase. Est-ce que je peux finir Je dis juste que les faits. Alors, moi, je pense qu'elle les démonte assez bien en disant voilà, j'ai pas d'argent. C'est pas Vladimir Poutine qui m'a passé l'argent, c'est la banque, etc. Mais moi, j'ai toujours dit avant ce débat que ce point-là, pour Marine Le Pen, était un point dur. Et hier, évidemment, je trouve que Emmanuel Macron, quelle que soit la capacité qu'a eu Marine Le Pen de se défendre, en étant très touchée, à un moment donné, j'ai l'impression qu'elle est quasiment au bord des larmes. On est un parti pauvre et ça n'est pas honteux. Ça, c'est très fort, mais quand même, la phrase de Macron est tellement puissante que je crois qu'il marque le point, là, vraiment sur oui, je crois qu'il marque le point. Je suis navré, mais est-ce que vous imaginez une seule fois que en 1937, le parti de Doriot, par exemple, se soit financé avec une banque allemande, on n'aurait pas trouvé ça aussi scandaleux. C'est pas Hitler, arrête. Mais question à con. Mais attendez, laissez-moi finir. Vous permettez, Elisabeth Lévy. Je suis navré de ne pas, à la différence de vous, de ne pas considérer Monsieur Vladimir Poutine comme un personnage démocrate. Mais tu plaisantes ou quoi? Moi, je suis la première. Non, mais on va pas laisser passer. Vladimir Poutine n'est pas Hitler. François, c'est Elisabeth Lévy vous ne fixez pas les valeurs morales. C'est toi qui les fixes, là. Du calme. Je vous dis, je considère. Mais je pense que Mariupol est une situation gravissime, en effet. Je pense que c'est de crime de guerre. Voilà, ça me suffit. Excusez-moi, mon cher Thierry. Quant à la banque, je finis. Une banque russe proche du pouvoir, c'est une banque russe proche du pouvoir. Maintenant, je vais vous répondre parce que là, si ça vous ennuie pas, je vais répondre. Là, excusez-moi, mon cher Thierry, je vous aime beaucoup, mais vous avez disjoncté. Parce que la réduction à 10 pléroumes. Non, mais ça va. Je veux dire, maintenant, je commence à en avoir assez d'entendre tous les 4 matins. Si ça vous ennuie pas, je vais finir ma phrase. Je commence à en avoir assez d'entendre tous les 4 matins invoquer Hitler à tout bout de champ parce qu'on est en train de banaliser Hitler. Excusez-moi. Aussi entre un gentil démocrate et Hitler, il y a beaucoup de possibilités. Bravo. Et Poutine n'est évidemment pas un gentil démocrate et ça n'est pas Hitler. Par ailleurs, quand Marine Le Pen, d'abord le scandale, c'est qu'elle ait dû contracter un prêt en Russie parce qu'aucune banque française ne lui prêtait. Deuxièmement, quand elle a contracté ce prêt, il me semble que tout le monde parlait à Poutine. D'accord, notre président le recevait à Versailles. Je ne vous ai pas vu monter sur la table en disant comment on reçoit Hitler à Versailles. Et elle a contracté un prêt auprès d'une banque nationalisée, évidemment, auprès d'une banque nationale. Elle n'a pas été voir Poutine pour le contracter. Et je trouve ce procès particulièrement dégueulasse, si vous voulez, parce que le vrai scandale, c'est qu'un parti comme le Front National à l'époque ait dû aller à l'étranger parce qu'aucune banque française ne voulait lui prêter d'argent. Ça, c'est vrai. Éric Revel qui est avec nous, c'est vrai qu'il y avait eu... il y a eu des pressions politique. Je sais, malheureusement, c'est mon gouvernement. Non, mais Françoise de quoi non, mais à un moment donné, vous demandez en fait la parole, mais vous levez la main, vous ne parlez pas en permanence. Éric Revel. Si, parce que vous parlez tout le temps. Allez, on y va. Éric Revel. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette promesse de la Banque de la démocratie. Oui, il y avait la promesse de la Banque de la démocratie. Bon, c'était légèrement antérieur, mais juste sur la banque russe, pardonnez-moi. Mais l'élève brillant qu'est Emmanuel Macron, le président brillant qu'est Emmanuel Macron, ce qui reproche à Marine Le Pen, je rentre pas dans le débat qui vient de vous animer, mais ce qui reproche à Marine Le Pen, c'est d'avoir contracté un prêt auprès d'une banque proche de Vladimir Poutine. Mais monsieur le président de la République, vous qui êtes aussi brillant, qui connaissez
par cœur comment fonctionnent les pays et les systèmes, vous devriez savoir que toutes les banques en Russie sont proches de Vladimir Poutine et du pouvoir central. C'est ça la réalité. Donc en réalité, quand il dit elle a contracté un prêt en Russie proche de Vladimir Poutine, il devrait dire elle l'a contracté en Russie plus près et je trouve que c'est une mauvaise idée. Mais dire que c'est une banque qui est proche de Vladimir Poutine, toutes les banques sont proches du pouvoir central en Russie. Et à chaque fois qu'un président russe succède à un autre président russe, en fait, les oligarques changent, le pouvoir change, ceux qui tirent les ficelles du système financier en Russie changent, mais ce qui est indéfectible, c'est que chaque financier, chaque patron de banque russe est proche du pouvoir. Une puissance politique nationale française ne se finance pas auprès d'un ennemi potentiel, d'un adversaire comme Vladimir Poutine. C'est tout. Mais il n'était pas. Il n'y a pas besoin de comparer avec Hitler. Je veux bien retirer ça. Mais on ne fait pas ça. On ne se finance pas quand on est un parti politique national français. Mais qu'il y a eu des pressions politiques du gouvernement français. Françoise vient de nous l'indiquer. C'est le gouvernement qu'elle soutenait. Je te laisse François Hollande, bien sûr, pour empêcher le Front National de se financer. Excusez-moi, ça me paraît déjà être le premier scandale. Il y a un problème démocratique. Ce parti a des voix, des électeurs. Pour aller se financer ailleurs qu'en Russie. Mais apparemment, ils n'ont pas réussi. On connaissait déjà la menace qu'il représentait à l'époque. On connaissait déjà la menace qu'il représentait à l'époque. Autre sujet, oui, c'est vrai. C'est pas beau de dénoncer. L'hôpital qui se moque de la charité. Autre sujet qui a été évoqué, évidemment, aussi, c'est quand il a été question, en fait, du voile. Vous allez créer la guerre civile, faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Oui. Et il y a eu effectivement cet échange autour du voile et Marine Le Pen qui a confirmé, parce qu'il y avait eu quand même dans les derniers jours de la campagne des interrogations. Est-ce qu'elle était complètement contre l'interdiction en fait du voile et donc elle a réaffirmé hier dans l'espace en fait public. Et là Emmanuel Macron lui dit vous allez déclencher la guerre civile. Ils sont tous les deux très mauvais sur le sujet. Je pense, moi je suis contre l'interdiction dans l'espace public pour des raisons de liberté publique tout simplement. Mais je ne crois pas que le voile soit un vêtement, je ne crois pas que le voile soit une pure question religieuse, c'est un instrument islamiste, c'est contraire à nos mœurs. Donc j'aurais aimé un débat avec un peu plus de hauteur, là encore, sur la sécession culturelle d'une partie de ces jeunes Françaises, et sur la façon dont on peut lutter contre sans interdire, c'est tout. Mais là, je les ai trouvés nuls tous les deux, quand Emmanuel Macron a dit mais comment, c'est la religion, c'est la laïcité. Que je comprenne bien, vous n'êtes pas favorable à l'interdiction totale dans l'espace. Non, mais pour des raisons, parce que moi je crois que nous devons vivre. Moi je suis une libérale, si vous voulez, et j'ai fait un jour une chronique où je disais très bien, dans l'espace public, je crois qu'on ne peut pas l'interdire, mais par contre il y a la contrepartie, c'est que j'ai le droit de le critiquer et de le critiquer et de le critiquer. Allez, dernier mot ensemble. Est-ce que vous avez le sentiment que ce débat peut changer un peu pour dimanche prochain le vote, sachant que les intentions de vote donnent Emmanuel Macron favori? En 20 secondes chacun. 20 secondes, 3 choses. Un débat n'a jamais inversé une tendance. Un débat unique, celui de 2017, l'a fortement amplifié. Et on est sur une tendance dans notre ligne fiduciale pour LCI Match et Sud Radio, où systématiquement, quasi tous les jours, Emmanuel Macron progresse d'un demi-point. Donc on va voir si le débat a permis à Marine Le Pen d'arrêter cette hémorragie. Thierry Guerrier. 2 phrases. Je redoute que ça ait plutôt augmenté le parti des abstentionnistes. Ah bon? Oui, parce que je pense que c'est comme en 2017. Comme en 2017 et pire encore. Deuxième phrase, la réaction hier soir des hémoristes et des journalistes proches de Parti de Zemmour, par exemple Valeurs Actuelles, sur les plateaux, qui ont d'emblée dit elle avait tout à gagner, plus à gagner qu'Emmanuel Macron, et finalement elle a raté son occasion. Bon, j'ai dit 15 secondes chacun. Éric Revel. Je pense que l'écart va se creuser. Je pense qu'elle n'a pas fait un bon débat, du tout. C'est ma position. Maintenant, je pense que les Français sont un peu fatigués là et qu'ils ont envie vite fait de passer à autre chose. D'accord. Françoise de Gois. Même position qu'Éric Revel. Je pense que les gens veulent voter, et même position que Thierry. Je pense que ce débat a été tellement ennuyeux et vers le bas, caricatural, que, à mon avis, ça va augmenter les votes blancs et l'abstention. L'enjeu, c'est le troisième tour. Même chose. Moi, je dirais que c'est à l'image de cette campagne, cette élection, et qu'effectivement, vivement le 25. Et un léger point d'humour
pour terminer, parce qu'il y a eu ce petit échange en fait, aussi avec cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Écoutez. Alors qu'on a vécu une pandémie comme on n'en avait pas vécu depuis un siècle. On a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%. Personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels. Ils seront contents de l'apprendre. Non, mais madame, non, qu'on ne les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas. Ils seront contents de l'apprendre. C'est pas Gérard Majax ce soir, madame Le Pen. Justement. C'est ça. Car, croyez-moi. Indicatif. Gérard Majax, Cécile qui est avec nous. Oui, qui s'est invité. Bonjour Gérard Majax, dans ce débat présidentiel. On est trop content de nous entendre. Alors Gérard, il y a une partie de la population qui vous connaissait, l'autre non. Maintenant, vous êtes extrêmement populaire. Ah ben c'est bien. Mais vous savez, vous êtes en train, avec la musique, il y a un truc. Bah oui, il y a un truc. De faire croire presque à ceux qui ne me connaissaient pas que j'ai fait que ça. Bah mais non. après, il y a un truc, j'ai fait des années d'émissions différentes. C'est vrai. Et donc, qui était amusant avec des caméras cachées basées sur la magie, et puis, etc., etc. Et puis, j'ai écrit 40 bouquins, j'ai fait des spectacles dans toute la France, et puis voilà. Donc, et vous allez pouvoir repartir en tournée, à mon avis, grâce à Emmanuel Macron. Vous l'avez déjà rencontré, Emmanuel Macron, ou pas? Non, jamais. C'est le moment. On peut faire la première partie de votre spectacle. Votre émission, il y a un truc, c'était en quelle année, Gérard? Le début, il y a eu plusieurs versions, mais la première version quotidienne à 8h moins le quart, c'était en 76. Ah, c'est au moment de la naissance d'Emmanuel Macron. Il est né en 77. C'est ça, c'est pour ça. Bah, dites donc, je me disais qu'il y avait quelque chose aussi. Merci à tous beaucoup, pour Gérard Majax. Ça continue dans un instant. La Vestor, c'est vous. Bravo. Ça continue dans un instant avec Valérie Expert, Gilles Gansman, qui vont revenir sur justement en fait les chiffres, et puis ça continue aussi ce midi avec des Déberkoff, les vraies voix et toutes les émissions. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas écouté le débat d'hier soir, vous avez bien fait d'écouter celui de ce matin. On vous souhaite une bonne journée. C'est plus vivant. À demain, salut.